Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est une entreprise, un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier également Grande Fosse, qui est un manufacturier de pompes représenté par Lajoie. Donc, pour toutes vos sélections de pompes et tous vos designs, n'hésitez pas à les communiquer avec eux. Et j'aimerais remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super beau sac à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Guy-Philippe Bouchard qui vient nous parler de litige. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Guy-Philippe, bienvenue au podcast pour la deuxième fois. Hey, salut Bruno, ça fait plaisir d'être ici. Yes. Depuis qu'on s'est parlé, on a eu... il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. On a commencé à instaurer des petits dîners, causeries. Puis le but du podcast, parce que souvent on rencontre... C'est un peu la façon dont on rencontre les entrepreneurs et parle de l'histoire. Fait que pour ceux qui veulent connaître ton histoire, épisode 32-33 du podcast. Mais aujourd'hui, je l'ai appelé podcast spécial. On parle litige. Actuellement, dans le milieu de la construction, il y a énormément de retard. Plein de belles raisons reliées. Et aussi, il y a eu... des changements de programme, beaucoup de changements qui font en sorte que les cédules et le temps qui est alloué pour faire le projet n'est pas respecté. Fait que là, c'est certain que si je rencontre un avocat aujourd'hui, c'est à cause que ça en découle des poursuites et récemment une belle victoire qui va faire jurisprudence. Je sais que j'en ai déjà commencé à en parler dans le milieu. Mais regarde, on va commencer pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 32-33. Si tu peux faire un petit recap là, de quitter tout ça. Ben oui, bien sûr. Avocat en litige et tout. Je suis un avocat en litige civil et commercial chez Bello-Lapointe, qui est un cabinet boutique. On est une douzaine d'avocats situés au Vieux-Montréal. On pratique en litige civil, commercial et en action collective en demande. Ma pratique, c'est beaucoup du litige de construction. Je dirais là, que c'est facilement 85% en litige de construction et d'assurance. Et dans ce 85%-là, je représente presque exclusivement des plombiers. Je suis un gars qui aime cette clientèle-là. Mon background est en physique, alors il y a plein d'enjeux techniques qui sont soulevés dans les litiges que les plombiers m'amènent, qui m'engagent beaucoup, là. Moi, je suis quelqu'un de passionné, là. Quand je rentre dans un dossier, je m'investis, puis j'ai jamais eu de misère à le faire avec ce type de dossier-là. Alors, c'est là-dedans que je travaille. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de réclamations. Ouais. Tu faisais référence il y a beaucoup de retard dans l'industrie de la construction. Justement, j'ai lu un article de doctrine qui émane des États-Unis, mais ils ont fait l'étude de gros projets de construction sur 5 continents. Et puis, ils se sont rendus compte que c'est... Le problème des réclamations, le problème des retards et le problème des perturbations et des dépassements de coûts, il est global. Il est partout. Ils ont fait une corrélation entre la grosseur du projet et puis les retards et les dépassements de coûts. Puis ils sont arrivés à la conclusion, surprise, surprise, que plus le projet est gros, plus il y en a. Puis ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui s'est amélioré. Ils ont aussi mesuré sur les 40 dernières années si ça s'était amélioré ou si ça s'était détérioré. Et ça s'est détérioré de manière significative. Donc, quand ils parlent de détériorer, c'est quoi, les délais ont passé de, mettons, une moyenne de 5-6 mois à des moyennes de 1 an? Bien, les moyennes ont...
Je pense pas qu'on puisse parler de moyenne, là, mais on peut parler de tendance. OK. Parce que ils ont regardé des projets de différentes grosseurs, de différents budgets, et puis, faire une moyenne entre des pommes et des oranges, ça se fait pas très bien. Mais la tendance est que plus le temps passe, plus les dépensements de coûts sont importants, puis plus les délais sont importants. Alors, tu sais, souvent, on pense que la technologie va aider les choses. C'est pas encore arrivé. Ça va peut-être arriver dans le futur, mais jusqu'à présent, c'est pas le cas. Fait que c'est un problème. Les délais puis les dépassements de coûts dans la construction, c'est un problème qui est global. Puis eux, ils ont identifié 4 causes. Ils ont identifié l'augmentation des coûts des matériaux pour justifier les dépassements de coûts, les mauvaises conceptions puis réalisations, toutes les erreurs au plan, les mauvaises vérifications, jusqu'à la mauvaise exécution d'un projet, des malfaçons. Ouais, tu sais, ça, c'est explicable avec garbage in, garbage out. Qu'est-ce qu'il y a sur les plans? L'entrepreneur se doit de l'exécuter si c'est logique, là, évidemment. On ne demandera pas de se pitcher en bas d'un pont, mais l'idée là-dedans, c'est ils n'ont pas le choix d'exécuter les plans. Puis si le professionnel sur le dossier demande à exécuter les plans tels qu'ils sont... Dans le meilleur des mondes, ce serait comme ça, mais il y a un paquet de défauts qui proviennent de l'entrepreneur général et des professionnels en cours de chantier qui sortent des plans, qui vont au-delà des plans. Merci de plugger le titre, mais oui, c'est vrai. Et qui ont attrait à toute la coordination des travaux en chantier. Qu'est-ce qu'on fait quand? Bien le planifier, garder le contrôle sur l'échéancier. Ça va au-delà de la période de conception, puis c'est un problème d'exécution. Les deux sont reliés, mais dans mon expérience, là, quand je prépare un interrogatoire, puis j'essaie de les faire sortir en cours, c'est deux choses qui sont distinctes. Il y en a un qui concerne les professionnels, puis l'autre va concerner l'entrepreneur général / le client ou le donneur d'ouvrage. Oui. Puis après ça, il y avait tous les problèmes de financement. Ils se sont rendus compte que souvent, les projets sont mal financés. Il manque d'argent pour le faire? Ben oui. Il y a des questions d'économie de bout de chandelle, des fois, qui créent d'immenses problèmes quand vient le temps de mettre en œuvre des plans et devis qui ont été conçus pour sauver de l'argent, particulièrement dans les projets de rénovation, où il faut que tu fasses du neuf avec du vieux. Ben des fois, le vieux, il ne collabore pas avec ce que tu essaies de faire, puis tu ne peux pas nécessairement réutiliser tout ce qui était en place. Alors, ces efforts d'économie-là viennent à nuire au projet à la phase de l'exécution, puis entraînent des réclamations. Puis le dernier aspect, c'était toute la bureaucratie. Ça, c'est quelque chose que... Faire des boutons, là. Mentionne-moi pas le mot QRT, là. Il est fou avec ça, là. Toute cette infrastructure-là, et puis tout en lien avec l'obtention de permis, l'obtention d'autorisation, l'obtention de financement additionnel, l'obtention... Tout ça, ça l'a grossi en complexité dans les dernières années. Ce qui fait que ces chercheurs-là, qui sont des praticiens, là, des avocats, des chercheurs en droit, des chercheurs en comptabilité, des ingénieurs, s'en sont venus à la conclusion que la tendance est à des réclamations plus importantes en raison de perturbations et de délais accrus au fil des années. Puis c'est ce qu'on vit au Québec. C'est spécial pareil parce que, tu sais, un de tes premiers points, c'est la technologie qu'on disait qui devait nous aider. Finalement, elle ne fait pas son travail. Là. Ben, je pense qu'elle le fait. Je pense pas que le problème est là. Moi, je pense que, particulièrement au Québec, puis là, je ne l'ai pas recherché
au-delà des anecdotes que j'ai rencontrées dans mes lectures, dans certaines conversations, mais c'est pas quelque chose que je peux dire qui est scientifiquement assis, là. Mais je crois qu'un problème fondamental est dans les processus d'appel d'offres au niveau de la conception. Les professionnels entrent et ils rentrent avec un certain budget. Et les vérifications ne se font pas au niveau de la conception. Et ce que j'entends, et puis des fois je l'entends en salle de cours, c'est que les vérifications qui auraient dû être faites à la conception ne se sont pas faites. Puis je l'ai entendu de vive voix que les professionnels et le donneur d'ouvrage s'étaient servis des exécutants afin de faire des vérifications et de corriger les erreurs et omissions au plan. Ça veut dire que on sait qu'on doit garder certaines conduites, puis on doit en enlever d'autres, mais on ne sait pas lesquelles. Fait qu'on va attendre que le plombier se présente, puis qu'il se dise c'est laquelle que j'enlève, puis on va lui dire, ben regarde, t'enlèves celle qui est connectée à tel système, puis t'enlèves pas l'autre. Puis le plombier va devoir faire l'ouvrage de déterminer en chantier c'est laquelle, puis c'est pas, puis déterminer quelle il doit enlever et quelle il doit garder. Puis ça veut dire que le plombier se présente avec le plan, puis il est arrêté, il sait pas quoi faire. Fait que là, il dit à son équipe, hey les gars, arrêtez. Le contremaître arrive, il regarde la situation. Il dit, OK, oui, il y a réellement une erreur au plan. Bon, hey, les gars, là, pendant qu'on fait ça, là, pouvez-vous... qu'est-ce que vous pourriez faire? Fait que là, il y a une étape où on doit réorganiser notre prestation. Fait que là, les gars se disent, OK, bon, ça nous prend d'autres outils. Fait qu'on se démobilise de cette job-là, on se remobilise ailleurs. Puis là, ben, on regarde les tuyaux, puis là, on écrit une QRT. OK, mais là, on va juste prendre un pas de recul. Ouais. Il n'y a pas un professionnel dans ça. Puis, tu sais, je l'ai vécu en tant que professionnel quand j'ai eu ma firme de génie, où ce que une de mes jobs, qu'on appelle la période des relevés, avant d'aller en phase de conception et de design, que le relevé, mon job, c'est de m'assurer que le tuyau que je mets au plan, c'est le bon tuyau. Ben, c'est visiblement pas fait. Ou pas fait au complet. Puis moi, je pense que le problème, il est structurel. Je pense qu'on a une compétition à rentrer au niveau de l'appel d'offres de la conception, à rentrer le plus bas soumissionnaire conforme. Et on a un certain budget pour faire le travail. Puis après ça, on se dit, OK, je vais le rentrer là-dedans. Puis ce que je peux retarder, je vais pouvoir le vérifier en exécution par le biais d'Extra. Oui, mais c'est une aberration, là. C'est la plus grosse aberration du milieu de la construction. On demande à des professionnels, on engage des professionnels pour faire des relevés afin de préparer un appel d'offres. Tu sais, on dirait qu'on nivelle par le bas tout le temps. Puis regarde, je vais être clair, là, parce que j'ai l'impression de lancer des roches présentement. Non, mais attends un petit peu. Faut dire les vraies choses, là. Il y a plein de beaux projets nouveaux qui s'exécutent bien. Il y a d'autres projets qui vont numéro 1, mais c'est quand même une tendance, comme tu as dit, de voir plusieurs. Tu sais, moi, pour bandir un peu sur les fameuses QRT, que ça a commencé pour mieux structurer. On peut peut-être expliquer c'est quoi une QRT, là? Oui, c'est une question-réponse technique. On a une question par rapport au plan. Il y a quelque chose qui est mal exprimé, qui est mal dessiné. Alors, on écrit une question qui s'envoie généralement par courriel et on reçoit une réponse. Et puis c'est technique parce que c'est par rapport au plan QRT. Fait que là, tu sais, ça, on envoie en fait aux professionnels ou aux donneurs d'ouvrage la question pour avoir une réponse, puis avoir un tracking de tout ça, ce qui nous permet de suivre l'évolution du projet
au niveau des questionnements pour être sûr qu'il n'y ait pas « Ah, qu'est-ce qu'il avait dit? » Tu te réfères à QRT puis tu es capable de descendre avec ça. Mais tu sais, ces QRT-là, moi, ce que je vois, c'est de plus en plus, peu importe la grosseur du projet, je vois des monstres de QRT sortir. Il y en a trop. Chaque QRT implique qu'on arrête de travailler pour se poser une question sur ce qu'on devrait faire au lieu de faire ce qu'on devrait faire. Et puis, ça crée, ça perturbe l'exécution des travaux des exécutants en chantier. Ça ne peut pas faire autrement. Puis, ce que tu devais faire sur les plans, c'est pas la réalité de ce qu'on t'a au chantier. Tout à fait. Puis, regarde, j'en vois, là, comme on est à la phase de démolition de la structure, puis on ne sait pas combien de colonnes tiennent le bâtiment. Ça se peut pas, là. Tu sais, on peut pas répondre à cette question. On devrait pas répondre à cette question-là dans la phase d'exécution. Non. Puis, l'affaire, Bruno, c'est que à un certain niveau, le donneur d'ouvrage se trouve à payer moins pour la phase conception. Puis, s'il n'y a pas de réclamation au bout des exécutants qui ont perdu du temps à trouver les réponses qui auraient dû être trouvées en conception, il se retrouve gagnant. Il a économisé. Mais parce que c'est pas dans tous les projets qu'il y a une réclamation. Tu sais, c'est pas tous les sous-traitants qui sont équipés pour pouvoir l'amener à terme, leur réclamation. Puis traduire, dans le fond, mettre une valeur sur le temps perdu et puis être capable d'obtenir compensation pour cette valeur-là. Puis, alors, il y a une espèce de zone grise que tu peux pas réclamer ou tu veux pas réclamer. Il y a une espèce de malus dans le système qui encourage ça, selon moi. Puis, je l'ai vu pousser encore plus loin. J'ai vu des clauses dans les contrats entre le donneur d'ouvrage et les professionnels qui leur dit « On a une difficulté ici. Par exemple, telle portion de l'ouvrage, c'est difficile d'accès. Il va falloir prévoir quelque chose pour gérer cette situation-là. Puis dans les solutions que vous allez étudier, vous devez favoriser la moins chère. Et, regarde bien, ça c'est... Je suis tombé en bas de ma chaise. Si on se rend compte qu'il faut faire un travail additionnel que vous n'avez pas prévu, il est à vos frais, messieurs les professionnels. C'est pas illégal, ça. Écoute, ici, c'est pas illégal, mais ça n'a pas d'allure. Non, mais attends un petit peu. Tu peux pas... Tu sais, la fameuse expression « garbage in, garbage out », tu peux pas tenir responsable des professionnels que tu leur permets pas de faire l'ouvrage complètement. Tu sais, fais une phase à temps matériel, on va démolir, on va analyser la situation. Tu sais, comment que je pourrais dire ça? Réunis des conditions gagnantes à tes professionnels pour qu'ils fassent bien leur travail. Et bizarrement, c'est bien fait, pareil, la vie, là, mais bizarrement, les plans de vie vont être mieux faits et l'exécution sera mieux faite éventuellement. Et honnêtement, j'ai peine à m'expliquer pourquoi c'est pas comme ça. Mais, de toute évidence, ce n'est pas la réalité dans laquelle on vit présentement. Je pense que au niveau des donneurs d'ouvrage, il y a une résistance à accepter que les projets durent plus longtemps, prennent plus de temps au niveau soit de la conception ou de la démolition. C'est peut-être quelque chose. J'ai déjà vu des considérations de ça, il faut que ça rentre dans le budget de telle année. Puis, écoute, j'ai de la misère à comprendre la logique là. Puis, s'il y a quelqu'un à l'écoute qui est intéressé à faire une réfutation de ce que je suis en train de dire, appelez-moi, je veux vous entendre là-dessus. Parce que ce qu'on constate dans la réalité des chantiers qui vont mal, c'est que
il n'y a pas eu assez de temps, d'effort et d'énergie et d'argent d'investir au niveau de la conception. Et puis, toute la phase d'exécution s'en trouve perturbée. Le professionnel, parce que là, on va parler un peu des droits des entrepreneurs dans des situations comme ça, mais les professionnels, c'est quoi leur... Qu'est-ce que tu leur proposerais? Là? Il y aurait une entreprise en génie conseil qui vient le voir et qui fait « Regarde, c'est ça ma situation. Retarder le projet, annoncer, documenter. » Parce qu'on dirait que le professionnel, il se retrouve un peu pris entre deux arbres, entre l'arbre et l'écorce. Là. Il n'est pas dans une position de force dans cette situation-là. Je pense que la solution vient d'en haut. Je pense que la solution vient du donneur d'ouvrage. Et d'une prise de conscience de comment faire leur projet. Puis je pense que les donneurs d'ouvrage publics sont de mieux en mieux outillés pour ça, mais sont pas encore arrivés. Il y a une certaine expertise qui est souvent, les personnes à qui on va parler chez les donneurs d'ouvrage publics sont des ingénieurs eux-mêmes, mais il y a entre eux qui gèrent le projet et ceux qui dessinent les appels d'offres, il y a une prise de conscience qui n'a pas eu lieu encore. Je pense que la solution est là. Puis une fois que la solution va être là, les appels d'offres au niveau de la conception vont être différents. Et dans cette différence-là, on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Mais on n'est pas encore là. Puis moi, je suis les données là, tous les donneurs d'ouvrage publics ont des rapports annuels où ils présentent leurs chiffres puis leurs finances. Puis juste en guise d'exemple, là, on a la Société d'habitation et de développement de Montréal en 2021, dans leurs chiffres, alors qu'il y avait environ 5,5 millions de dollars de travaux majeurs. OK. Bien, en 2021, il y avait pour environ 10,5 millions de dollars en réclamation contre eux. Mais c'est terrible. Puis l'année d'avant, il y en avait 17. C'est fou, là. 10,5 sur 5 millions de dollars de travaux majeurs par année. Puis là, c'est sûr que la réclamation vit sur plusieurs années, là, mais ça couvre quand même le budget de 2 ans, là. C'est pas rien. Puis si tu regardes l'Office d'habitation municipale de Montréal, ben eux sont autour de 150 millions en travaux majeurs annuellement ces temps-ci. Donc, on peut parler d'un 250-300 millions en réclamation? Cette donnée-là, je ne le sais pas. Elle n'a pas été publiée par l'OMHM. Mais si on regarde les tendances, c'est du simple au double là, en moyenne? J'ai peur que ça va être dans ces eaux-là. Puis le professionnel, lui, là, tu sais, on dit, il est comme... Tout le monde, il tape dessus, là. Tu sais, un ingénieur, là, moi, c'est une des raisons pourquoi en tant qu'ingénieur, j'aimais pas être dans le public, puis bien dans le privé où ce que je peux m'asseoir avec le donneur d'ouvrage, lui expliquer la situation, puis qu'on prend une décision commune. Là, on dirait que c'est comme tous des châteaux forts séparés, où ce que le donneur d'ouvrage, il est dans son château, il y a le professionnel qui est dans son château, il y a le général et il y a les sous-traitants. On dirait que qui va attaquer qui dans le dossier. Puis, on dirait pas qu'on... Tu sais, quand on voit le terme projet, on voit le terme équipe de projet, on voit une construction ensemble. Là, c'est clairement tout le monde qui va être le moins pire, puis qui va faire la gaffe la plus élevée là-dedans, qui va se faire taper dessus. Tu sais, tu as gagné une cause récemment, puis évidemment, on va taire un peu les noms, là, mais tu as réussi à aller chercher pour le sous-traitant dû à divers délais, puis de malfaçon, puis tu es capable d'aller chercher ça. Puis il a fallu que tu tapes sur les professionnels, le donneur d'ouvrage, puis le général. Là. Ben, les professionnels
dans ce dossier-là, dans bien d'autres dossiers, les professionnels sont pas en cause. Ils sont en cause parfois, mais moi, ce que je constate, c'est que il y a une réticence chez les donneurs d'ouvrages publics à impliquer les professionnels dans le dossier. Pour quelle raison? C'est dur à expliquer où le calcul se fait. Et puis, tu sais, je ne suis pas en mesure de te dire. Des fois, il y a des raisons stratégiques. Tu as besoin de tes professionnels pour te défendre dans le dossier. Des fois, alors, tu veux pas les antagoniser en les poursuivant. Tu veux pas qu'eux autres te coulent. Des fois, il y a ça aussi. Des fois, il y a des mécanismes contractuels dans les contrats qui prévoient que certaines parties vont prendre fait et cause pour d'autres. Je vois ça dans beaucoup de cahiers des charges dans le public présentement où l'entrepreneur général doit prendre fait et cause pour le donneur d'ouvrage public à l'égard des réclamations qu'il pourrait recevoir des sous-traitants. Ce qui veut dire que dans de tels dossiers judiciaires, alors que dans certains autres dossiers, tu pourrais t'attendre à ce que l'entrepreneur général, lui également, réclame contre le donneur d'ouvrage public, puis qu'il y ait des appels en garantie, et que tout le monde soit là, puis qu'éventuellement, lorsque tu parles de règlement, tout le monde est assis à la table, ben là, tu n'as pas d'appel en garantie. Et le sous-traitant se trouve à gérer son litige avec l'entrepreneur général seulement. Et l'entrepreneur général a parfois transigé avec le donneur d'ouvrage public à l'égard de ces réclamations-là. Alors, il y a une entente qui n'est pas accessible, qui n'est pas visible aux sous-traitants, qui existe pourtant, et puis qui affecte ses droits. Alors, tu sais, il s'agit d'avancer dans le dossier pour un moment donné, ben, soit que l'entente est révélée ou que ben, tu le règles à des conditions favorables et puis après ça, ben, eux s'arrangent entre eux. Mais pourquoi certaines parties ne sont pas impliquées dans le dossier? Il y a toutes sortes de raisons. Puis je te dirais, ça dépend probablement de chacun des cas d'espèce et de leur réalité propre, stratégique et contractuelle. Tu parlais d'un point où tu disais que là, ça s'en allait de pire en pire. Ouais. On a eu avec la pandémie des délais dans les livraisons de matériaux et autres qui a accentué énormément le prolongement des échéanciers. On a allongé les échéanciers parce que dû à divers délais. Mais on voyait que cette tendance-là était là avant. C'est quoi l'impact pour un sous-traitant dans ses réclamations? Qu'est-ce qu'il a le droit de réclamer comme sous-traitant, comme un plombier? Là? Le projet, il est allongé il est prolongé de 6 mois. L'exécution de son travail reste le même. Fait que c'est quoi qu'il a le droit de réclamer? Bien, de la manière que je vois ça, il y a 3 composantes à une réclamation. Puis, la première, là, c'est que peut-être que parce que le projet dure plus longtemps ou le projet a commencé en retard, puis tout a été décalé dans le temps, mais peut-être qu'il y a eu une augmentation de coût de matériaux, une augmentation du coût de la main-d'œuvre pendant cette période-là. Alors que quand tu as soumissionné, parce que c'est toujours en comparaison avec ta soumission, alors que tu as soumissionné, tu pouvais prévoir que les matériaux allaient coûter tant durant telle période de temps, mais là, tu te trouves à travailler dans une période de temps différente. Alors, si il y a eu une augmentation de coût de matériaux là-dedans, bien, à quelque part, c'est pas le sous-traitant qui supporte ce risque-là parce que la période d'exécution a été changée souvent par le donneur d'ouvrage. Alors, il y a une composante de la réclamation qui entre là-dedans. Puis, regarde, si ça fonctionne, ça dépend réellement juste de ce que tu es capable de démontrer que tu as supporté une augmentation de coût des matériaux.
Fait que, mettons que tu as un logiciel là, où tu as un coût unitaire, puis tu as une quantité, puis ton coût unitaire varie dans le temps, dans la durée du projet, bien à ce moment-là, tu pourrais faire ta réclamation assez facilement. Ça, c'est la première composante. Fait que ça, tu es capable de démontrer que les matériaux qui auraient dû être installés il y a 6 mois, que tu installes aujourd'hui, ont augmenté de prix. Puis moi, j'ai dû soit les acheter avant que j'ai payé un coût de... J'ai dû les supporter ou j'ai... comment je te dirais ça? Où j'ai dû les acheter, retarder mes achats qui ont fait qu'il y a une augmentation de 15%. Exactement. OK. Puis ça, c'est facture à l'appui, Ça, à l'appui. En autant que tu as les factures, là, puis il y a des logiciels maintenant de gestion de projet là, qui font ça pour toi. OK, parfait. Alors, c'est super facile, cette composante-là. Ça me semble relativement facile à prouver. C'est facile, et puis de plus en plus, les contrats prévoient des clauses qui traitent précisément de ça. Tu as besoin d'envoyer un avis quand tu as l'augmentation, puis de garder les preuves à l'appui, puis ça se règle à l'intérieur du contrat. C'est prévu comme ça. OK. Bon. Les deux autres composantes, il y a plusieurs nuances à faire entre les deux. Il y a les frais de retard, puis il y a la perte de productivité. Okay. Commençons par les frais de retard parce que l'autre, je pense qu'on va pouvoir en parler pendant 3 heures. Bon. Les frais de retard, là, c'est ton chantier était censé durer 6 mois. Fait que quand tu as fait ta soumission, ben, tu as prévu tous les coûts indirects. Tu sais, les coûts directs, là, c'est combien de temps tu vas prendre pour faire tel travail, puis combien de matériel ça va te prendre. C'est ça, les coûts directs de la job. Mais les coûts indirects, là, c'est supporter ton siège social, tes assurances, ta flotte de camions, ton commis livreur, tes chargés de projet, tes surintendants, toute l'infrastructure qui permet à une entreprise de faire une prestation de travail sur un chantier. Mais tous ces coûts indirects-là, tu les as évalués. Tu t'es dit ça vaut 10% de la valeur du contrat pour cette durée-là. Puis tu les as fixés dans ton contrat pour ça. Mais là, ton contrat, il prend plus de temps. Fait que toute ton infrastructure de ton entreprise doit continuer à fournir un service pendant plus longtemps, mais l'argent qui rentre, qui est prévu au contrat, elle arrête. Elle est prévue sur 6 mois. Alors, si tu dépasses pendant, mettons que ton contrat, il prend 6 autres mois, bien, là, tes frais de retard vont correspondre à cette période de 6 mois-là où il a fallu que tu supportes le projet sans entrée de revenus. C'était pas supposé être comme ça. Bien sûr, si tu n'es pas responsable des retards. Si c'est toi qui es responsable des retards, à ce moment-là, là, regarde, c'est toi qui vas devoir payer aux autres. Oui, exact. Mais en autant que ce soit, par exemple, l'entrepreneur général ou le donneur d'ouvrage qui est responsable des retards pour toutes sortes de raisons, mais à ce moment-là, tu aurais le droit d'être indemnisé de ces frais-là. Puis plusieurs des contrats le prévoient. On prévoit combien? Tu sais, je regarde, j'ai 3 types d'entreprises. J'ai la petite entreprise, moyenne, puis la mettons, grosse entreprise. Mm-hmm. Évidemment, plus tu grossis, plus ton back-office est cher à rouler. Fait que ça se situe, tu sais, on parlait d'un 10%, ça se situe à combien à peu près le contrat, tu sais, en moyenne? Écoute, ça aussi, c'est... Je pense que ça dépend trop de tous les cas d'espèce. Ça dépend des entreprises, comment ils sont organisés, quelle structure ils ont à l'interne, combien de personnes ils ont. On parle-tu de 5 ou on parle de 25? En termes de pourcentage? Oui. Écoute, je ne sais pas, Bruno. Okay. Honnêtement, là, cette portion-là, il y a plusieurs méthodes d'évaluation à son égard. Mais d'après moi, celle qui donne une meilleure mesure, tu sais, dans le fond, mettons qu'il faut que tu sortes ta réclamation sur une napkin là, pour l'envoyer rapidement à l'entrepreneur général ou au donneur d'ouvrage, bien, prends ta soumission, là, prends tous les montants qui ne sont pas des coûts directs. Puis, ça va être ça. Fait que ton chargé de projet, ton adjoint... il devrait tout être inclus là-dedans. Ton contremaître qui se doit d'être au chantier pour
peu importe la raison, de gérer le chantier. Fait que tout ça, mais tu sais, je regarde, mettons, mon comptable. Tu sais, mon comptable, Oui. il traite des factures. Mais Qu'il y en ait une de plus, une de moins, 20 de plus, 20 de moins, il est payé à l'année, il traite Oui. des factures. Mais le calcul là, de combien j'ai besoin de faire sur ce contrat-là pour supporter ma structure, tu l'as fait au moment de la soumission. Fait que si tu t'es dit, ben regarde, moi là, j'ai besoin de temps, puis ça, c'est réparti sur 6 mois d'ouvrage, ben tu prends ton montant, puis tu le divises par 6 mois. Puis après ça, si tu as 4 mois de retard, ben là, tu vas avoir ton coût indirect mensuel, tu le multiplies par ton 4 mois de retard, puis tu arrives à un montant pour ta réclamation en frais de retard. Fait que le fameux, là, je vais donner un chiffre, là, mais le fameux 15% frais d'administration et profit rentre là-dedans. Il rentre là-dedans. OK. Ça tu sais, quand t'en analyses ça, tu fais, OK, on se prend, mettons, 8% de profit, tu sais, de la façon qu'on calcule. Je pense que ça doit être quelque chose qui doit être assez, malgré la difficulté due à ta soumission, c'est quelque chose qui doit être facilement Écoute, ça probable. ça de apparaît ton au contrat. take-off. Exact. Ça apparaît au take-off, puis Même à ton dépôt là, de soumission, quand tu déposes dans... Mettons, on va parler... Tu le vois, là, tu as des lignes, frais d'administration, 7%, 8%, 10%, profit, temps. Fait que c'est relativement clair de ce côté-là. oui, je te dirais que des fois, il y a une certaine variation entre ce que tu déposes, ta soumission ventilée, puis ton take-off maison, là, ce que toi tu gardes, parce que pour toutes sortes de raisons compétitives, ben, tu veux, si tu décides de juste prendre 3% sur ce projet-là parce que tes frais d'administration sont plus élevés ces temps-ci, ou si tu décides de jouer avec les taux horaires des employés pour obtenir un avantage compétitif dans l'appel d'offres, ben ça, en général, tu gardes ce raisonnement-là à l'interne, puis quand tu présentes ta soumission ventilée, ben, tu la réorganises un peu différemment. OK. Fait que, tu sais, je te dirais que le take-off est plus fiable à l'égard d'une réclamation en frais de retard que ce qui a été produit à l'entrepreneur général pour que lui prépare sa soumission pour obtenir le contrat. Mais en grosso modo, le frais de retard, c'est ça. OK. Puis, tu sais, il pourrait y avoir un chantier où il y a plein de frais de retard, mais il n'y a pas eu de perte de productivité. Puis, parce que, dans le fond, la perte de productivité, c'est... Moi, à soumission, là, je prévoyais faire 1200 heures pour ce projet-là. Parfait. Puis, ces 1200 heures-là, ben, le projet était supposé durer 8 mois. Mais le projet, il a duré 18 mois. Mais j'ai quand même fait 1200 heures. Fait que j'ai pas de perte de productivité. C'est juste que j'ai eu à répartir l'exécution de mes travaux autrement. Mais j'ai des frais de retard. Parce que j'ai été obligé de supporter cette exécution-là pendant 18 mois au lieu de 8. À l'inverse, tu pourrais avoir un chantier qui est prévu pour 6 mois puis qui prend 6 mois. Mais tu avais prévu 1200 heures pour le faire. Il a fallu que tu en mettes 1400. Mais il a fallu que tu en mettes 1400, 1600, 1800. Parce que, puis, tu sais, là, ce que tu as fait, c'est t'as mis plus d'hommes sur le chantier. T'as mis... Parce que la coordination était moins bien faite? Ça peut être ça. Ça peut être des problèmes de coordination, ça peut être des problèmes avec les plans, mais pour toutes sortes de raisons, il fallait rentrer le projet dans cette fenêtre de temps-là, puis tout le monde a travaillé pour. OK. J'ai une question pour toi. Parce que, tu sais, il y a aussi des directives de chantier. Des addendas, directives, changements de chantier, nommez-les comme on veut. Mais tu sais, ceux-là, on les met avec des heures. Tu sais, normalement, ta perte de productivité devrait être tout le temps, il y a une différence de 200 heures, tu devrais le retrouver dans les avis de changement. Non. Ça, c'est une grosse méconception. Puis, des fois, il faut qu'on se batte avec cette idée-là à la cour. Mais les contrats eux-mêmes, la plupart du temps, prévoient qu'on ne traite pas des coûts d'impact dans les avenants au contrat. Dans les directives de modification, là, ce qu'on traite, c'est
les coûts directs puis les coûts indirects qui sont associés à ces coûts directs-là. Fait que faire cette modification-là au contrat, combien ça va prendre de temps? Ça va prendre 10 heures. Puis, avec ces 10 heures-là, je dirais que c'est 10 de frais d'administration, 5 de profit. Bingo, ça règle la chose. La discussion, c'est jamais... Regarde, là, tu m'arrives avec un avenant pour changer les thermopompes du projet. Mais moi, là, écoute, il y a eu tout plein de problèmes là, depuis les 3 mois sur le projet, puis j'ai busté mon budget d'heures, j'en ai fait 300 heures de plus. Fait que moi, changer les thermopompes, là, pour changer les thermopompes, ça va prendre 15 heures de plus, mais 300 heures pour réparer tous mes coûts d'impact dus à toutes les perturbations qu'il y avait avant. Hey, voyons voir si cette discussion-là aura jamais lieu. Les professionnels vont dire non, on regarde au contrat, là, ça dit, on regarde juste coût direct, coût indirect, et on exclut les coûts d'impact. Ça, si tu veux traiter, là, si tu veux une indemnité pour ça, ça se fait par l'entremise de d'autres provisions au contrat. Fait que viens pas me parler de ça. Fait que c'est juste ça qu'on fait. OK, comment tu fais? Là, tu sais que tu me touches à une corde sensible. Comment tu fais l'ajuste-part là-dedans dans moi, je prends un job, je l'évalue, ça vaut 1000 heures. Hey, je suis dans le champ gauche, mais vraiment dans le champ gauche, tout le monde l'a prévu à 1200 heures. Je pars le contrat, j'ai prévu 1000 heures. C'est sûr que je vais être à 200 heures off. Comment tu fais ta juste part pour dire je l'ai bien planifié? Ce point-là là, de perte de productivité, c'est à la base, ton évaluation était erronée. Comment tu fais pour dire je suis juste tu payes le meilleur avocat? C'est une zone grise. C'est sûr qu'il y a des marges d'erreur. C'est sûr qu'il y a des marges d'erreur au niveau de la soumission. Honnêtement, là, tu n'as pas toujours besoin d'un rapport d'expert pour établir ta perte de productivité puis tes frais de retard. Des fois, tu peux faire ça sur une base factuelle dans certaines circonstances. Sauf que moi, là, si dans un dossier, j'avais un montant à investir, une question à poser à un expert pour justifier une réclamation, là, j'y dirais, explique-moi pourquoi ma soumission est raisonnable. Puis là, l'expert, il peut dire, mais regarde, là, cet entrepreneur spécialisé-là fait ses soumissions avec un estimateur professionnel qui a tant d'années d'expérience et avec tel barème, tel logiciel, tel standard. Ils ont tenu compte de telle chose, ils ont tenu compte de telle chose, ils ont tenu compte de telle chose. Ce qui fait qu'au moment de la soumission, compte tenu de ce qu'on savait dans les plans et devis émis pour soumission, la soumission, c'est un nombre d'heures-là, il est éminemment raisonnable. Puis après ça, là, écoute, t'as pas besoin d'expert pour faire ça, là, mais ça donne une mesure de la fiabilité de ta soumission. Tu sors le rapport du BSDQ, puis tu vois les soumissionnaires. Fait admettons que... Il y en a un qui est 20% off. Puis toutes les autres sont... Tu sais, mettons que t'en as un, celui qui a gagné, il est bien en bas. Puis là, t'en as les 5... Entre la 5e et la 6e place, là, sont toutes en dedans de 20 000. Ben là, tu sais... T'as moins d'armes pour réclamer. T'as moins d'armes. Mais mettons que t'as gagné, là... Par 20 000 sur un contrat de 3 millions. Puis tu sais, toute la gang, là, tu sais... Tout le monde est là. Les 5 plus bas soumissionnaires conformes sont en dedans de 20 000. Ben là, ta soumission est vraiment fiable. Tu sais, tu peux dire, tout le monde a fait à peu près le même calcul que moi. Oui, il y a une marge d'erreur. Mais cette marge d'erreur-là, elle reste assez faible. Fait qu'écoute, si tu veux pousser le raisonnement plus loin, là, ben là, tu pourrais, si t'es bien chum avec les autres, tu pourrais dire à tout le monde, hey, donnez-moi votre take-off, les gars. Fait que là, tu aurais le take-off de tout le monde avec tout leur nombre d'heures qu'ils ont prévu. Puis là, tu pourrais dire, regarde, mon nombre d'heures est le même que les leurs. Fait on est 5 dans le marché à avoir évalué ce job-là de la même manière. Ça doit... Hey, tu penses-tu qu'il y a un juge sur la terre qui va lui-même décider d'aller contre cette preuve-là? Il y en a probablement un, là. Ah ouais. Mais honnêtement, c'est extrêmement probant. Parce que ça, c'est béton. C'est le marché qui parle. C'est les gens là, qui vont
Hey, quand tu soumissionnes sur un contrat, tu mets ta tête sur la bûche, là. Tu prends un risque de faire ce contrat-là à ce prix-là. Puis tu te dis, si tout va bien, puis c'est moi qui m'ai gouré, c'est moi qui va supporter la perte. Fait que dans un processus de soumission, là, tous les entrepreneurs qui soumissionnent font ce pari-là. Ils mettent leur tête sur la bûche. Fait qu'à quelque part, les gens qui ont fait ça, ben, they had skin in the game. Fait que c'est fiable, là. Tu sais, c'est très probable. Mais ça, c'est un catch-22, parce que si t'es off, tu ramasses le contrat facilement, mais si t'es off de 10% sur les autres, tu le sais en partant que tu tombes avec ton premier argument. Tu n'as pas commencé le contrat, tu sais déjà que si tu veux réclamer en perte de productivité, tu n'es pas là. Fait que, tu sais, tout de suite, sûrement comme avocat, quand tu prends des causes, ça doit être une des premières choses que tu vérifies pour voir on se situe où en perte de productivité. Regarde, tu l'ajustes. Parce que la jurisprudence, là, il y a un jugement qui a été rendu, là, qui est Daco Électrique contre Hydro-Québec. Puis dans le jugement-là, écoute, le jugement, là, il est 400 pages. Là. Puis, c'est cool, c'est facile pour le commun des mortels à lire. Puis la portion qui est éminemment pertinente est comme à la page 375. C'est ça, là, dans le milieu. Là. Mais le juge, dans cette décision-là, explique toutes les méthodes d'évaluation d'une réclamation pour coût d'impact. Puis il parle de la méthode coût total. Puis ça, c'est tu regardes combien ça t'a coûté par rapport à combien tu avais prévu que ça te coûterait. Puis après ça, tu as la méthode coût total modifié. Mais là, tu commences à tenir compte de certaines affaires. Tu fais une adaptation pour ça. Tu tiens compte de marge d'erreur ici et là. Puis, je te dirais, cette méthode-là, dans un dossier où autrement, il n'y avait pas de grandes expertises qui permettaient d'en arriver à une conclusion par rapport à une évaluation des coûts d'impact, ben le juge s'en est remis à cette méthode-là. Fait que, tu sais, il a dit, ben regarde, moi, je fais tel ajustement ici, puis tel ajustement là. Ben, t'es fait les ajustements. Puis t'expliques au juge, regardez, là, moi, oui, je suis arrivé de 200 000 en bas en soumission. Mais, ce que je vous réclame, j'en tiens déjà compte de ce 200 000-là. Parce que ce que je réclame, là, c'est 500 000, mais regardez, là, si je n'avais pas tenu compte, ça aurait été 700 000. Puis, tu sais, il y a un moyen de l'expliquer pour faire ton dossier. Puis, en même temps, quand tu fais ces modifications-là pour tenir compte de tes faiblesses, bien, ton dossier devient fort. Parce que au bout du compte, il faut que tu convainques le juge que tu as bien évalué ta réclamation. Tu en as tenu compte des faiblesses. Puis en tenant compte de toutes les faiblesses possibles, ben on arrive à tel montant. Parce que le juge va décider sur la base, sur la base de est-ce qu'il est arrivé dans les faits des événements qui ont perturbé l'exécution des travaux. Fait que tu vas avoir le contremaître qui va venir témoigner puis qui va raconter comment ça a été. Le contremaître va y aller de jour en jour. Après ça, on avait eu tel problème qui est survenu. Puis regardez, j'ai écrit une QRT. Puis là, il a fallu que j'attende. Puis regardez, j'avais 4 gars sous le chantier. Puis je les ai envoyés faire autre chose. Puis là, la réponse est revenue rien que 3 semaines après. Mais là, 3 semaines après, mes murs étaient fermés. Fait que là, il a fallu que je fasse une ouverture. Puis au lieu de travailler avec des murs ouverts, on a travaillé dans des espaces restreints de même. Ça a pris plus de temps. Fait que là, le contremaître va avoir déballé la vie du chantier de même. Puis à la fin, là, le but, c'est que le juge retienne « Ouais, il y en a eu des problèmes. L'exécution, c'est pas faite comme prévu. » Puis là, après ça, tu as d'autres témoins qui vont venir expliquer c'est qui est à l'origine des problèmes. Fait que là si tu as établi ça, là, le juge dit « Ouais, ça a été perturbé. C'est pas eux autres qui sont responsables. Faut que je les indemnise. » Puis là, après ça, je les indemnise comment? Fait que là, il va regarder l'indemnité qui est proposée. Il va regarder comment que le calcul s'est fait. Fait que si tu tiens compte de tout ça, puis tu sais, à la fin, là, l'autre côté, là, ils vont parler du calcul aussi, là, puis ils vont dire, il y a tel problème ici, puis il y a tel problème là, puis il y a tel problème là. Puis si toi, tu dis, ben oui, ce problème-là, il est là, mais regarde, ce problème-là, il y a telle grosseur, puis il y a telle grosseur basée sur
tel élément objectif du dossier, bien là, tu orientes le juge. Tu l'orientes comme il faut. Puis ça, c'est un problème d'économie de la preuve. C'est un problème de gestion de la preuve documentaire au dossier. Faut que tu aies des avocats qui savent comment le faire puis comment la déployer à la cour. Mais il faut que tu aies un client, il faut que tu aies un entrepreneur spécialisé ou un entrepreneur général qui a produit ces documents-là dans le cours du chantier, qui les a évalués, qui est doté d'un bon département de soumission, qui a fait une bonne planification de l'exécution de son travail selon l'échéancier, puis tout ça, de sorte que tu es capable de référer le juge à des éléments objectifs qui permettent de faire une évaluation tant de la faute que du quantum de la réclamation. Puis, tu sais, quand tu regardes ça, c'est journal de chantier, c'est là-dessus que c'est la source principale de documentation sur lesquelles qui vont pouvoir t'amener tous les litiges et ça? Ben ça, moi, quand je parle à des entrepreneurs généraux de ça, là, je leur dis, il faut développer certains réflexes. Puis il y en a un réflexe que le réflexe, moi je l'appelle le réflexe numéro 3, là, parce que dans mon ordre logique à moi, il arrive en troisième. C'est quoi qui arrive en premier? En premier, là, le premier réflexe, c'est de reconnaître que si tu fais du contrat public, la réclamation doit faire partie de ton modèle d'affaires. Puis... Wow. Oui, tu vas en vivre. Attends un peu. Tu peux-tu répéter? Tu dis que... Si tu fais du contrat public, si tu soumissionnes sur des jobs avec des donneurs d'ouvrages publics. Donc, SQI, gouvernement, ville, et tout autre. Là. La réclamation doit faire partie de ton modèle d'affaires. Il faut que le problème est tel que tu dois anticiper qu'il va y avoir une perturbation et des délais sur le chantier dont tu ne seras pas responsable et que tu ne peux pas prévoir à la soumission. Regarde. Je suis estomaqué parce que on a sensiblement le même âge, là, Guy Philippe. Ouais. Il nous reste encore une couple d'années à rouler notre boss, OK? On va bien espérer. Puis, en tout cas, on espère. Là. Peut-être pas après le podcast, on va checker en dessous des chars si tout va bien. Mais c'est je sais pas comment réagir à ça. Je suis comme un mélange de sentiments en disant que c'est quasiment triste pour notre système d'octroi public de dire que si tu n'es pas spécialisé en réclamation, va pas mettre le nez là parce que tu vas te faire taper ses doigts. Il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire. Puis c'est ça le corollaire du premier réflexe, là. Le corollaire, c'est si, comme tout élément de ton modèle d'affaires, si c'est dans ton modèle d'affaires, organise-les. Adjoins-toi des partenaires qui vont te permettre de répondre à cette situation-là. Et puis, donne-toi les outils de travail qui vont te permettre de bien gérer ça. Puis, si tu fais ça, ça n'a pas besoin d'être dur. Des fois, il va falloir que tu supportes un job plus longtemps que tu aimerais, là, mais le plus organisé que tu vas être, mieux que tu vas t'en sortir. Le mieux tu vas t'en sortir. Puis moi, je pense sérieusement, là, le mieux tu vas les régler. OK. On va faire une pause là, parce que je vois le temps rouler puis on n'aura pas assez de cet épisode-là pour en parler. On va faire une pause parce qu'on va recommencer ça tout de suite avec ta bombe que tu viens de lancer là, de dire il faut que tu sois structuré pour réclamer si tu vas dans le public. Là. C'est sûr que je n'ai pas fini avec de te questionner là-dessus. Donc on prend une pause. Je vais remercier ma gang. Mylène, Diane, Anto, merci beaucoup pour le marketing du podcast. Nick, Fred, Pierre, merci de me donner l'opportunité de faire ça. Merci au Studio SF de nous recevoir. C'est tout le temps
super agréable, puis vraiment super bien organisé. Guy-Philippe, un gros merci pour cet épisode-là, mais je te laisse pas tomber. Pour les spectateurs, je sais qu'on... ben, pas pour les spectateurs, pour nos auditeurs, on vous revient avec la suite de l'entrevue. Je sais que je vais me faire haïr, puis je vais dire « t'as coupé ça au mauvais moment », mais là, il faut faire une pause parce que je vais finir avec plein de questions. Fait que, je vous souhaite... merci d'avoir écouté, puis on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Guy-Philippe sur les litiges. Merci, puis à la semaine prochaine.